Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Retour en classe sécuritaire, retour en classe risquée. Autrement dit, enseignement à distance ou enseignement en présence. La pandémie a exacerbé cette question qui n'est pas nouvelle car elle date d'une bonne vingtaine d'années. Elle est par ailleurs liée à l'engouement pour les nouvelles technologies. Alors, le téléenseignement, est-ce un bien ? Est-ce un mal, surtout aujourd'hui? Pour en parler, David Santarossa, philosophe et titulaire d'une maîtrise en éducation et chroniqueur à cette émission. Bonjour David et bonne année à vous. Bonjour Jean-Philippe Trottier, pareillement. Merci beaucoup. Alors, et justement, vous êtes enseignant, donc vous savez de quoi vous parlez, vous êtes vraiment aux premières loges. Il y a tout ce foin là sur le retour en classe. Est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que c'est pas sécuritaire? Évidemment, la toile de fond, c'est l'enseignement à distance ou l'enseignement en présence. Et tout ça est enraciné dans une réforme qui a une bonne vingtaine d'années, je pense. Oui, tout à fait. La fameuse réforme du début des années 2000. Oui. On parle beaucoup de technologie, même un peu avant, mais surtout depuis cette époque-là. Et là, dans les 2 dernières années, évidemment, ça a été au cœur de nos réflexions sur l'enseignement. Et je pense pas me tromper en disant que ça a été, somme toute, ce qu'on peut considérer comme un échec, l'enseignement à distance. Ah, carrément. Je pense que oui. Si on parle à des enseignants, par leur expérience, ils vont vous le dire. Et puis, il y a aussi eu des revues de littérature, je pense aux chercheurs Steve Bissonnette et Christian Boyer, qui ont fait tout qu'un travail de répertorier les différentes études sur les résultats que donnait l'enseignement à distance. Donc, évidemment, il n'y a pas trop de surprises, là, perte de motivation chez les élèves, distraction, difficulté chez les enseignants à monitorer ce que les élèves font. Donc, évidemment, ça a été très, très difficile. Évidemment, il y a quand même c'est mieux que pas d'enseignement du tout, là, ça va de soi. Mais je pense que de manière générale, c'est un échec. Et vous êtes également philosophe, en tout cas vous avez une maîtrise en philosophie, David Santarossa, donc vous êtes même aussi en position, donc en mesure de jeter un regard philosophique sur cet enseignement à distance. Hein? Oui, c'est parce que oui, la question de l'efficacité de l'enseignement à distance est intéressante, mais c'est pas ça qui attire mon regard aujourd'hui. Ah. C'est vraiment la question de c'est quoi la conception de l'éducation qui est au cœur de l'enseignement à distance. Et en ce sens, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que l'enseignement en ligne est en continuité avec l'enseignement en classe tel qu'on le vit depuis une vingtaine d'années, ou bien est-ce une rupture du point de vue de la conception de l'enseignement? Donc, autrement dit, on quitte le côté circonstanciel de la pandémie qui rend ce problème encore plus aigu pour des raisons sanitaires. Là, on va rester sur presque pas le plancher, mais voir si il y a une différence qualitative entre l'enseignement à distance ou comme on dit, en présentiel de nos jours. Oui, c'est les mots de l'époque. Hein? Donc, instinctivement, je pense qu'on aurait tendance à dire que non, c'est une rupture. Il y a vraiment des différences totales entre l'enseignement en présentiel et à distance. Et j'ai envie de dire, évidemment, il y a des différences considérables, mais j'ai envie de dire qu'il y a une certaine continuité. Et puis, tantôt, je parlais de la réforme du début des années 2000. Oui. Depuis cette époque-là, on parle beaucoup de ce qu'on appelle des stratégies constructivistes. Bon, c'est quoi ça? Oui, non, exactement. On est dans les gros mots aujourd'hui. Oui, donc, c'est l'idée que l'enseignant doit amener l'enfant à construire lui-même son savoir. L'enseignant va être moins un maître qu'un guide. Donc, c'est vraiment cette figure-là de l'enseignant et de l'élève qui prévaut depuis quand même quelques années. Là. Autrement dit, il n'y a pas de hiérarchie. C'est ce que le constructivisme, ou une de ses variantes, le socio-constructivisme, tente de mettre en œuvre, je pense. Donc, une forme d'égalitarisme entre l'élève et l'enseignant. Et je ne suis pas en train de dire ici que les enseignants ont acheté cette idée. Hein. Il y a eu beaucoup d'enseignants à l'époque de la réforme et toujours aujourd'hui qui vraiment contestent cette conception de l'éducation, mais c'est quand même cette conception-là qui prévaut dans les facultés d'éducation et dans le programme de formation de l'École québécoise. Là. Donc, c'est plein feu sur l'enfant, mais presque l'enfant qui à la limite, tient les pleins feux lui-même. C'est lui-même qui s'éclaire, si j'ose dire, sous l'œil bienveillant du professeur. C'est ce qu'on tente de faire. Et il y a une philosophe, Hannah Arendt,
Donc, Oui, qui a oui. réfléchi à ces enjeux-là autour de la philosophie de l'éducation, autour des années, fin des années 50 et début 60. Donc, c'est Oui, oui. relativement loin de nous, mais ces pédagogies-là existaient déjà depuis un certain temps déjà. Donc, elle a vraiment réfléchi à cette conception de l'éducation et je pense qu'elle peut nous éclairer sur l'enseignement à distance, même si elle n'a pas du tout connu l'enseignement à distance, là. Mais déjà, l'enseignement à distance, et puis c'est aussi d'actualité avec la pandémie, David Santa Rosa, déjà l'enfant ou l'apprenant ou le s'apprenant, comme on pouvait dire également il y a quelque temps, n'est plus, corrigez-moi si je me trompe, mais le rapport professeur-élève est déjà distendu puisque l'enfant reste chez lui devant l'écran. Qu'est-ce que vous voulez dire par il est distendu? C'est-à-dire que le professeur n'est pas là en chair et en os, donc l'enfant va suivre un cours, mais la distance fait que le rapport charnel est plus distendu, Oui. moins fort, quoi. Oui, je comprends tout à fait. Oui, exactement. Ben, ça tend, c'est du moins l'idéal qu'on essaie d'avoir, de développer de l'autonomie chez l'enfant. Et même, il y en a qui vont aller très loin, et c'est ce que Arendt va dire. Donc, c'est comme s'il y avait une espèce de monde de l'enfant et que les enfants seraient capables de se gouverner eux-mêmes, ils seraient capables de prendre de bonnes décisions par eux-mêmes sous la supervision exactement bienveillante de l'enseignant. Mais le tout devrait, en théorie, se faire, somme toute, assez bien. Et ça devrait, finalement, une espèce d'être autonome devrait émerger de tout ça, là. Et j'ai l'impression que pendant la pandémie, c'est un peu ce qu'on a vu là, avec l'enseignement à distance. Ah bon? Concrètement, l'enfant peut choisir ses cours, ses matières. En fait, est-ce que je me trompe, vous qui êtes enseignant, est-ce que j'invente une réalité ou est-ce que c'est vraiment comme ça? L'enfant semble pouvoir choisir ce qu'il veut faire, même déjà, si on prend un peu de hauteur, déjà dès le secondaire, non? Il exerce un certain choix de ce qu'il veut lire, de ce sur quoi il veut travailler. Est-ce qu'on en est rendu là ou pas? La tendance se dirige vers ça. Je vous dirais, on n'est pas 100% dans un menu à la carte, là, dans une espèce de principe de la cafétéria, mais cette tendance-là est très présente. Donc, le choix des romans, le sujet du travail. Donc, c'est tous des plis qu'on observe depuis une vingtaine d'années, mais qu'on a vu se radicaliser d'une certaine manière avec l'enseignement à distance, là. Oui, donc cet enseignement à distance ne fait que, oui, en un sens, renforcer une tendance qui est là depuis beaucoup plus longtemps, David Santa Rosa. Mais alors, on revient à Hannah Arendt qui a beaucoup réfléchi à l'éducation. À la limite, on veut que l'enfant soit libre. L'enfant autonome, l'enfant libre, sans l'ombre menaçante de l'autorité. Et tout ça, ça mène à quoi? Enfin, moi, ça me semble un peu bizarre. Oui, c'est une conception de l'autorité, en fait, qui voit l'autorité comme nécessairement autoritaire, ce qui n'est pas nécessairement la même chose, hein? Et on voyait, beaucoup de philosophes, beaucoup de penseurs voyaient l'autorité de l'enseignant comme justement étant oppressante. Eh bien, on va libérer l'enfant de cette autorité-là. Et là, c'est ce qui est intéressant de ce que Hannah Arendt va dire, c'est qu'en voulant libérer l'enfant de l'autorité de l'enseignant, est-ce qu'on le laisse en quelque sorte seul, on le laisse à lui-même, on le laisse vulnérable aux différentes modes qui existent, on le laisse vulnérable à la pression par les pairs. Donc, est-ce qu'en remplaçant une autorité, en supprimant une autorité, elle est tout simplement remplacée par une autre qui est même encore plus oppressante que celle de l'enseignant, là? C'est-à-dire que l'enfant, finalement, ne sait plus où se diriger, il se fatigue, il n'est pas finalisé, si j'ose dire. Est-ce que avec la pandémie actuelle, est-ce qu'on peut dire que les enfants se sont davantage adonnés à des jeux vidéo, se sont distraits davantage, ont moins appris? Oui, je pense qu'ils ont eu tendance c'est une drôle d'époque, hein? C'est une époque où est-ce qu'on est constamment connecté, mais en même temps, c'est une époque de on est très solitaire, là, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la solitude. Isolé, oui. Exactement, on est isolé. Donc, j'ai l'impression que les enfants se sont recroquevillés, si on veut, vers leurs réseaux sociaux, leurs jeux vidéo, vers leur monde de l'enfant. Et ils ont été justement un peu vulnérables à ces nouvelles modes, là. Il y a aussi autre chose, David Santa Rosa. La technologie qui est formidable aujourd'hui, on ne va pas lancer la pierre à la technologie, sauf que beaucoup de gens pensent que la technologie remplace l'enseignant et notamment l'enfant qui va pouvoir lui-même sur Internet valider ce qu'il apprend.
Ouais, des fois une espèce de vue un peu utopique de ces outils technologiques-là. Voilà, Et ça oui. nous en dit beaucoup sur justement la conception de l'enseignant qui vient avec ça. C'est-à-dire que l'enseignant ne peut plus valider. Et j'ai envie de dire, pas juste l'enseignant, même le parent, hein, ne peut plus venir valider l'information qui est lue, vue et entendue par les élèves, parce que les élèves, les enfants, ont un téléphone intelligent, ont une tablette, ont un ordinateur, donc ils ont vraiment un accès direct au monde des adultes, si on veut, sans un espèce de filtre qui viendrait, le filtre qui prend la fonction de l'autorité, si on veut, qui viendrait un peu trier le tout, là. Revenons à Hannah Arendt, cette philosophe elle est décédée en 1970, elle a beaucoup réfléchi à l'éducation. Et j'imagine qu'elle doit réfléchir à la fonction de l'école en tant que telle. Je veux dire, c'est bien beau de dire les enfants, les écrans, les enseignants, mais tout cela se passe autour de, oui, dans l'école. Ouais, donc question fondamentale, hein, Oui. qu'est-ce que l'école? Oui, oui. Et ici, il faut bien comprendre, je parle vraiment de la formation générale. Là, je ne parle pas de la formation spécifique ou de la formation professionnelle ou technique. Ça, on est dans une autre discussion qui serait tout à fait intéressante, là, mais là, on parle vraiment de la formation générale. Oui, oui. Hannah Arendt part d'un constat, somme toute, assez simple. C'est que chaque jour, des êtres humains naissent. Oui. Ils entrent dans un monde qui leur sont inconnus. Donc, c'est le rôle de l'enseignant de l'introduire dans ce monde, de lui présenter ce monde. Donc, c'est vraiment ça, l'école. C'est de présenter aux enfants le monde. Donc, autrement dit, j'étais là avant toi, je viens d'une autre génération, c'est moi, j'ai le devoir, le privilège, la responsabilité de t'introniser, comment dirais-je, de t'initier à ce monde. Et pour t'initier, il y a quand même des clés. Oui, exactement, des clés qui sont essentielles. Et là, on revient un peu à la figure de l'enseignant érudit, hein, quand on parle de transmission de la culture, de présentation du monde, qui va pas du tout dans le même sens de la figure de l'enseignant, du guide, comme je parlais tantôt. Donc, vraiment, dans cette fonction-là de l'enseignant érudit, là, on va parler d'une solide... ça va être nécessaire pour lui d'avoir une solide formation disciplinaire, d'avoir des connaissances vastes, des connaissances générales sur divers sujets. Donc oui, on revient vraiment à cette conception de l'enseignement qui est un peu plus classique, si on veut, un peu plus traditionnelle, mais qui a clairement ses qualités, là. Il est tentant, David Santa Rosa, et je pense que la pandémie actuelle exacerbe la question, d'opposer le bagage que celui qui était là avant l'enfant, donc l'enseignant, l'adulte, doit transmettre. On va opposer ce bagage, cette tradition, on y reviendra dans quelques minutes, à cette idée de tradition, mais à la technologie. D'un côté, la tradition est vivante, la technologie est morte, mortifère, etc. Est-ce que la technologie a quand même une utilité? Je veux dire, on peut pas, ne serait-ce que je prends un stylo et un papier, c'est de la technologie primitive, si vous voulez, mais un enfant a besoin d'un outil. Il n'est pas juste une conscience qui apprend, il a besoin de boutons, de pinceaux, de choses comme ça. Et par extension, des écrans et des claviers. Ouais, donc c'est vrai que si on vient un peu relativiser le tout, tout ce qui nous entoure a été de la nouvelle technologie à une certaine époque. Voilà. C'est juste que... Mais oui, il y a une forme de filtre qui se fait au fur et à mesure des générations. Je pense, je ne veux pas non plus passer pour le technophobe de service. Je pense que oui, il y a une saine utilisation des outils qui peut se faire, surtout des outils dont on sait qu'ils vont traverser le temps. Justement, stylo, même des logiciels de traitement de texte, on se doute bien que ça va exister dans quelques années. Par contre, des outils qui sont à la mode, qui arrivent sur le marché, puis que dans 5-10 ans, peut-être qu'ils ne seront plus là. Parce que moi, je me rappelle, j'ai 28 ans, donc je ne suis pas très vieux, mais il y a différents logiciels, différentes technologies qui existaient à mon âge, qui aujourd'hui, seraient totalement dénué de sens. Je veux dire, ça existe tout simplement plus. Donc, si on met trop nos œufs dans le panier des nouvelles technologies, en fait, on utilise des technologies d'hier parce que quand les enfants seront sur le marché du travail, ils n'utiliseront pas ces technologies-là qui seront nécessairement des vieilles technologies.
Ça pointe à un autre problème aussi, c'est que est-ce que l'école est un lieu d'apprentissage de l'utile ou du beau, du bon et du vrai? Ah oui, là, on tombe aussi dans d'autres questions pour le moins fondamentales. Oui. Euh, euh, ben, le beau, oui, le vrai aussi, le juste à quelque part, mais évidemment, tout est de bien dosé, j'ai envie de dire. Mais ce qui est certain, c'est que ça doit vraiment, on ne doit pas être l'esclave un peu du marché, l'esclave des outils technologiques. Parce que souvent, je dis à mes élèves, ben écoutez, toute votre vie, vous allez faire des choses qui sont entre guillemets utiles. Mm-hmm. Toute votre vie, vous allez travailler pour faire tel produit, telle présentation. Ben là, je vous offre la chance de lire tel livre parce qu'il est beau, tout simplement. Et c'est rare dans la vie de tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça. Et je pense que si on peut entretenir ce réflexe-là de voir de belles choses à l'école, ben on a plus de chances que ça continue par la suite. Là. C'est intéressant parce que le mot école vient du grec, du latin et puis ensuite du grec, scolé, qui est une des dimensions du temps, le temps de l'inutilité, de la prière, de la contemplation, le temps où on ne fait pas grand-chose d'utile vraiment ou de productif. Scolé a donné scolastique, scolaire et école et collier et tout ça. Une autre question, encore une fois, on est en temps de pandémie et puis bon, on se pose beaucoup la question s'il fallait réouvrir les écoles, pas réouvrir les écoles, laisser les enfants derrière un écran chez eux ou les faire venir à l'école, etc. Bon, donc ces questions sont en plus exacerbées, mais votre raisonnement est beaucoup plus fondamental, David Santa Rosa. La question de la tradition, j'ai l'impression qu'aujourd'hui le mot tradition est presque une insulte. C'est comme ça veut dire c'est dépassé, c'est encrouté, c'est vieux, c'est patriarcal, c'est hiérarchique, c'est capitaliste, polluant, carnivore, enfin tout ce que vous voudrez. Ouais, on est à l'époque du progressisme. L'innovation est maîtresse. On doit regarder vers l'avant. On se rappellera de Justin Trudeau qui faisait ses arguments relèvent du parce qu'on est rendu là. C'est ça, oui. Donc ça, oui, ça représente un peu l'époque. Et oui, quand on parle de tradition, évidemment que ça fait peut-être même peur à certaines personnes. Tandis que les nouvelles technologies, là, justement, on est dans le futur, on regarde vers l'avant. Et même, il y a on pourrait parler même d'une crise de la tradition parce qu'on a même tendance à regarder avec beaucoup de suspicion l'histoire, la littérature. Donc ça non plus, ça l'aide pas à ce qu'on transmette un bagage, une tradition, des référents culturels parce que on se doute bien, en fait, c'est ça notre regard qu'on porte souvent, qu'il se cache quelque chose sous telle histoire, sous telle figure, sous tel livre, du sexisme, du machisme peut-être, du racisme aussi. David Santa Rosa, en pleine pandémie, on est quand même content d'avoir de la technologie. Ne serait-ce que vous et moi, on peut faire des émissions et puis on est soit au téléphone, soit sur place, soit ailleurs. Mais la technologie permet quand même de connaissance ou pas connaissance, peu importe, culture générale ou non. Imaginez une école traditionnelle, selon ce que disait la philosophe Hannah Arendt, en temps de pandémie. L'école aurait fermé. Au moins, on a des outils super performants. Je veux dire, en ce sens, l'enseignement à distance pour les enfants est, en ce sens, une bénédiction, non? Ah, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai tendance à penser quand même que, et ça serait intéressant de faire une revue de littérature sur comment se déroulait l'école alors qu'il y avait de grands virus qui se sont... Effectivement. Mais on n'a qu'une minute. On n'a qu'une minute. Oui, exactement. Mais j'ai tendance quand même à penser que, et je ne veux pas dire on devrait tout mettre aux poubelles, mais j'aurais je reprends. J'aurais tendance à penser qu'on se serait arrangé autrement, d'une certaine manière ou d'une autre. On s'est toujours arrangé. Ça n'aurait peut-être pas été parfait, mais on aurait survécu en quelque sorte. Mais oui, tant mieux qu'on ait ces nouveaux outils-là. Mais je pense vraiment qu'on est capable de faire une synthèse entre les outils technologiques et un enseignement qui s'inscrit dans un enseignement un peu plus traditionnel, avec la figure de l'enseignant érudit, avec une solide autorité, si je peux dire. Voilà, campez votre vocation à l'avenir. David Santa Rosa, vous qui avez 28 ans. Écoutez, merci infiniment pour tous ces propos. On vous retrouve dans 2 semaines.
Très certainement. Et au revoir, David. Au revoir. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Saint-François de Sales à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.